Bonjour à tous. Merci de votre venue en début de salon. Donc, je me présente, je suis Élodie Payen, gestionnaire de projet au CIB, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Clément Arnac du CIVAM 44, animateur départemental renouvelable, et également Romain Lavielle de l'ADEME Pays de la Loire, responsable du pôle transition énergétique. Et nous allons vous parler pendant 45 minutes de la démarche ENR Choix de l'ADEME, ou comment optimiser les projets bois énergie. Pour cela, nous allons faire cette présentation en quelques points. D'abord, je vais me permettre de vous présenter, de vous rappeler les facteurs clés d'un projet bois énergie et les animateurs bois énergie qui sont là à vos côtés sur ces démarches. Ensuite, en ce qui concerne la démarche ENR Choix, c'est Romain qui va prendre la parole et nous rappeler le contexte et les objectifs, ainsi que comment se passe la régionalisation de la démarche en Pays de la Loire. Et enfin, Clément nous présentera des retours d'expérience sur la région pour enfin conclure ensemble sur les enjeux de cette démarche ENR Choix. N'hésitez pas à nous interroger pendant l'intervention, mais il y aura également à la fin de l'intervention un moment de questions-réponses. Donc quelques informations sur mon association, qui est donc le comité interprofessionnel du bois énergie. Nous rassemblons autour de 200 professionnels sur le secteur de l'énergie collective industrielle. Nous existons depuis 2006 et nous fédérons, coordonnons ces professionnels pour développer de bonnes pratiques et les diffuser. Donc aujourd'hui, dans cette conférence, j'ai l'impression que mon micro a des soucis. Pour cela, nous avons 4 commissions de travail pour améliorer chacune des différents pans de la filière bois énergie. Donc, une commission de travail qui s'intéresse à l'approvisionnement des chaufferies et la question de la ressource, qui est, comme vous le savez, un gros enjeu pour notre filière. Également, tout ce qui est montage de projets et problématiques administratives, fiscales et financières au sein d'un autre groupe de travail. Un troisième qui s'intéresse à tout ce qui est technologique, donc tout ce qui est conception, réalisation et exploitation de chaufferie. Et un dernier, et c'est celui que je gère tout particulièrement, qui s'intéresse à l'animation territoriale, donc comment parler et diffuser les bonnes informations en région sur le bois énergie via un réseau de structures notamment associatives sur ces thématiques-là. Vous avez notre site pour en savoir plus. Et sans transition, je vous rappelle ou vous informe en tout cas sur les facteurs clés d'un projet bois énergie. Donc, avant de se lancer dans un projet de bois énergie, il y a des bonnes questions à se poser. Quels sont les besoins en chaleur? Quelle température nécessaire pour votre bâtiment? Quelles sont les périodes où vous avez besoin de chaleur? La quantité de chaleur dont il s'agit? Est-ce qu'il y a une répartition géographique, plusieurs types de bâtiments qui peuvent être nécessaires d'alimenter? Et quelles sont, dans un premier temps, également les optimisations possibles par rapport à ces besoins de chaleur? Comment les diminuer, améliorer les rendements? Comment isoler éventuellement les bâtiments pour arriver à des situations où il y a la sobriété et l'efficacité qui sont vraiment prises en compte dès la première étape? Ensuite, deuxième étape, quelles sont les mutualisations possibles? Est-ce qu'à proximité de votre bâtiment, il y a un réseau de chaleur existant, ou est-ce qu'il y aurait un réseau de chaleur qui serait à mettre en place parce que plusieurs bâtiments pertinents à raccorder à ce projet de chaufferie et de chaleur renouvelable bois énergie? Et par rapport à la source de chaleur disponible, quelles sont les ressources locales disponibles? Sur la question du bois, c'est un sujet particulièrement spécifique. Donc vous savez que le bois peut venir de la forêt, mais il peut venir également de l'industrie du bois, ça peut venir également de différents types de bois en fin de vie. Et donc il y a vraiment la question de sa ressource qui se pose et qui est assez complexe et nécessite des compétences particulières qui sont entre les mains des animateurs bois énergie, dont je vais vous en parler juste après. Après, en termes d'autres types de chaleur renouvelable disponibles, il y a la géothermie, mais également le solaire thermique et la chaleur fatale, qui peuvent être des sources d'énergie sur lesquelles se questionner pour savoir localement ce qui
ce qui est possible de faire. Il y a une petite illustration qui est mentionnée de l'ADEME juste en dessous. Donc, question des besoins, question des ressources, et évidemment, à un moment donné, on met l'un en face de l'autre et on regarde quelles adéquations sont possibles et quelles sont les meilleures adéquations possibles. Pour aider à réfléchir toutes ces différentes étapes, l'ADEME est en train de finaliser un cahier des charges pour une étude d'opportunité multi-ENR thermique qui devrait être finalisée dans les semaines à venir pour rappeler ces étapes clés et vous aider dans ces choix d'énergie renouvelable thermique. Et en ce qui concerne les projets bois énergie, il y a aussi des questions supplémentaires qui peuvent être à se poser, comme par exemple l'adéquation entre le combustible et la chaudière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a différents formats de combustible qui existent, bois déchiqueté ou granulé, mais également en termes de bois déchiqueté, différentes qualités, en termes de granulométrie, en termes d'humidité. Donc là, il y a des adéquations qui sont à vraiment calculer et réfléchir finement entre la chaudière que vous souhaitez ou imaginez mettre en place et le combustible en face. Et il y a des duos gagnants qu'il faut bien mettre en place dès le début. Et il y a également une autre question qu'il faut se poser dans le cadre des projets bois énergie, c'est un cadre juridique adapté, notamment si vous envisagez un réseau de chaleur. Il y a plusieurs types de montage de projets possibles, donc là c'est des questions à se poser tout particulièrement dans les projets bois énergie. Voilà quelques facteurs clés sur ces projets bois énergie. Je vous parlais donc de cette étude opportunité multi-ENR et R de l'ADEME en cours de finalisation. Donc elle a été lancée il y a à peu près 6 mois avec un comité technique dont le CIB fait partie pour vraiment consolider et valider tous les éléments de chacune des énergies renouvelables. Elle va contenir un cahier des charges, mais également un guide méthodologique. Et il y a également des formations pour accompagner cet outil qui vont être mis en place. C'est un bureau d'études qui est Indigo, qui en est le prestataire pour la mise en place. Et donc, comme je vous le disais, il y a en termes de prochaines étapes, il y a le comité de pilotage qui va avoir lieu en février, en l'occurrence lundi prochain, pour être précise, et qui va amener à encore avancer plus avant pour pouvoir le lancer d'ici, comme je vous disais, quelques semaines. Vous avez un peu une présentation de l'esthétique du document qui sera établie dans quelques semaines. Quels sont les objectifs de cette étude d'opportunité? Donc, comme en toute logique pour les questions clés d'un projet bois énergie, avoir une vision exhaustive des solutions énergie renouvelable thermique sur le territoire, et qui sont compatibles techniquement avec votre projet et être guidé par une analyse multi-critères, donc pertinente, à la fois sur des critères techniques, économiques et également par rapport à la question des ressources, on l'a vu tout à l'heure. En termes de cible, eh bien ce sont les délégations régionales de l'ADEME qui le mettront en place dans une démarche de volontariat et les animateurs chaleur renouvelable que je vais vous présenter dans quelques instants ou les bureaux d'études spécialisés dans les énergies renouvelables seront les personnes qui vont le mettre en œuvre, cette étude d'opportunité. Donc, comme je vous le disais, plusieurs analyses techniques, énergétiques, environnementaux et économiques. Et puis, à la suite de cette étude d'opportunité, il y aura bien entendu une démarche plus affinée qui sera à mettre en place, qui est donc l'étude de faisabilité pour affiner l'énergie renouvelable thermique choisie. Ma dernière diapositive pour vous parler des animateurs bois énergie / chaleur renouvelable, puisque beaucoup d'animateurs bois énergie ont maintenant les compétences géothermie et solaire thermique. Donc ce sont des structures qui sont financées par les directions régionales ADEME et les collectivités locales, donc très souvent les régions, pour vous apporter en tant que porteur de projet un appui dans votre démarche de questionnement sur vous chauffer par le bois ou une énergie renouvelable thermique. Et ils ont en grande connaissance toutes les questions de ressources, donc qui est une question très sensible, notamment sur le sujet du bois énergie. Et ils ont un rôle neutre et gratuit donc, du fait de leur financement public. Donc ils sont vraiment là pour vous. J'ai une plaquette ici avec tout le listing par région des animateurs existants. Il y a notre site internet sur lequel les informations sont actualisées au jour le jour. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Et j'ai envie de dire, voilà pour moi.
c'est bon. J'enchaîne donc. Effectivement, moi je vais prendre le relais pour vous présenter la démarche ENR Choix. Avant ça, quelques mots rapides sur l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. On est un opérateur de l'État et on accompagne les collectivités, les associations et les entreprises dans leur démarche de transition écologique. Donc concrètement, on apporte du soutien technique et financier pour le financement d'études qui sont pour la plupart versées dans le domaine public. Donc l'idée, c'est de contribuer à l'expertise collective. On soutient des projets d'innovation également pour faire émerger des solutions qui permettent de catalyser la transition écologique. Et ensuite, et peut-être surtout, on contribue également à massifier la transition écologique en soutenant des projets, techniquement et financièrement, je l'ai dit, et c'est particulièrement le cas pour la chaleur renouvelable. Sur le budget de l'ADEME, qui nous a été confié par nos ministères de tutelle en 2024, c'était à peu près 1 milliard d'euros, il y a 820 millions d'euros qui étaient consacrés au soutien à la chaleur renouvelable. Je travaille pour le compte de la direction régionale des Pays de la Loire. On est une petite trentaine. J'ai des homologues un peu partout en France. Donc voilà, si vous avez besoin de contact pour avancer sur vos projets de chaleur renouvelable, je suis à votre disposition pour vous mettre en relation avec eux également. Quelques rappels d'éléments qu'il me paraît intéressant de mentionner. Le fait que notamment la chaleur est un enjeu colossal quand on parle de transition énergétique. C'est 45% de l'énergie finale qui est consommée en France. On en parle beaucoup trop peu dans le débat citoyen, médiatique et politique. C'est donc la transition de la chaleur qui utilise aujourd'hui en immense majorité des ressources fossiles vers des solutions renouvelables, c'est donc un enjeu critique. La PPE 3, pour faire un tout petit rappel réglementaire qui fixe du coup les objectifs en matière de production d'énergie renouvelable, vise un plus 52% entre 2021 et 2030 sur la production de chaleur renouvelable. Seulement 21% de la chaleur aujourd'hui produite en France est renouvelable. Une petite illustration avec ce dont on parle dans l'industrie par exemple. Il y a quelques idées reçues auxquelles il me paraît intéressant de tordre le cou, notamment le fait que le gaz ou le fuel sont les recours les plus pertinents et percutants pour répondre aux besoins. Ce petit graphe, il a vocation à montrer qu'il y a un certain nombre de filières renouvelables qui permettent de répondre seules ou combinées à l'immense majorité des besoins des industriels, quel que soit le régime de température, quelle que soit la typologie de besoin, la récupération de chaleur fatale, la géothermie, le solaire thermique, le bois énergie évidemment, ce sont des ressources qui peuvent être mobilisées largement plus dans l'industrie. Aujourd'hui, seulement 6% de la consommation de combustible de l'énergie manufacturière est assurée par des ENR et R. C'est beaucoup trop peu, il y a donc un levier immense à activer pour catalyser la transition énergétique des entreprises par ce biais-là. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de la démarche ENR Choix qui a été introduite par Elodie. La démarche ENR Choix, c'est un processus de réflexion qui vise à identifier, dans le cadre d'une démarche globale, quelle est la solution la plus pertinente pour un projet de production de chaleur ou de froid renouvelable. Elle se décompose en plusieurs séquences. Sans grande surprise, vous retrouvez au passage dans les premières étapes les premières étapes de l'entonnoir négawatt. Donc dans un tout premier temps, on va s'attacher à la question de la sobriété. La sobriété, c'est donc le questionnement de nos usages. Est-ce qu'on peut, par exemple, diminuer la durée de notre période de chauffe? Est-ce qu'on peut diminuer la température de consigne de nos bâtiments? Ensuite, on se penchera sur la question de l'efficacité énergétique. Donc autrement dit, pour un même service rendu, est-ce qu'on pourra consommer moins d'énergie? En isolant nos bâtiments, en effectuant des travaux de rénovation par exemple, on a un levier intéressant pour diminuer nos besoins sans pour autant dégrader le service rendu. Ensuite, on attaquera donc la question de l'approvisionnement en chaleur lui-même. On va essayer dans un premier temps de se raccorder à un réseau de chaleur existant, voire de créer un réseau de chaleur. L'idée ici, c'est de mutualiser aussi bien les besoins que les moyens de production. On atteint ici un optimum technique et économique. On valorise au mieux les ressources. On sécurise la question de la qualité de l'air également. Donc il y a de très nombreux avantages pour lancer un projet de réseau de chaleur. Je vous encourage d'ailleurs à consulter l'outil produit par nos amis du CRMA qui s'appelle EnRezo, E-N-R-E-Z-O, qui permet justement d'accéder à une cartographie des réseaux de chaleur actuels
ou des zones avec un potentiel important. Il y a bien des cas où cette question de la mutualisation des besoins et des moyens de production ne permet pas de créer un réseau de chaleur. On bascule donc dans la troisième partie de ce petit schéma, les solutions individuelles. Donc là aussi, on introduit une forme de séquençage des réflexions. Dans un premier temps, on va regarder la capacité à récupérer et valoriser la chaleur fatale, donc la chaleur qui est perdue, par exemple sur les stations d'épuration ou sur les process industriels. L'idée, c'est que cette ressource, elle mérite d'être valorisée. C'est une chaleur qui est à ce stade perdue et qui permet donc aussi d'atteindre un optimum économique sur les projets. En Pays de la Loire, on a mené une étude de gisement il y a 1 an. On a 5,2 TWh qui sont aujourd'hui disponibles et non valorisés dans notre région. Une fois qu'on a épuisé la question de la chaleur fatale, on regarde la géothermie. Donc on va aller puiser les calories du sol pour apporter de la chaleur, ou le solaire thermique. Donc à bien distinguer du solaire photovoltaïque qui lui permet de produire de l'électricité. Le solaire thermique, lui, il permet notamment de chauffer ou de préchauffer l'eau et répondre à vos besoins en eau chaude sanitaire. Et ensuite, on va, en complémentarité de ces énergies ou lorsqu'on ne peut pas les déployer, s'attacher à un projet bois énergie. Je veux apporter attirer votre attention sur le fait que certes il y a une forme d'entonnoir ici, mais l'idée c'est absolument pas de dégrader ou de sous-entendre que la biomasse n'est pas une ressource pertinente. On a absolument besoin du bois énergie pour assurer la transition écologique de notre pays. C'est aujourd'hui l'immense majorité des projets qui sont soutenus par l'ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur. L'enjeu, toutefois, c'est également d'assurer le bouclage biomasse. Et donc, pour cela, lorsqu'on en a la capacité, également solliciter d'autres ressources renouvelables pour produire de la chaleur. Une fois que j'ai terminé ce petit exposé un peu trop théorique, comment on avance concrètement ? Il y a plusieurs choses qu'on met en œuvre en Pays de la Loire. La première chose, c'est qu'on travaille avec un réseau qui s'appelle le réseau des énergies renouvelables des Pays de la Loire, dont Clément, avec le CIVAM 44 et bien d'autres font partie. C'est un réseau qui a vocation à accompagner les maîtres d'ouvrage, donc collectivités et entreprises, sur toutes les phases de leur projet d'énergie et ici aujourd'hui de chaleur renouvelable, en apportant de l'information, un premier niveau d'accompagnement technique pour identifier là où les solutions qui semblent les plus pertinentes, et puis mettre en relation ensuite avec un bureau d'études qui pourra creuser cette piste, avant également de sécuriser les soutiens financiers que propose l'ADEME et qui pourront être apportés pour valider le projet. Donc ce réseau des énergies renouvelables, il peut accompagner les maîtres d'ouvrage sans reste à charge. C'est donc et Clément en parlera mieux que moi, mais un soutien inestimable pour faire émerger vos projets. Et puis quelques actions concrètes également pour accompagner la déclinaison de la démarche ENR Choix. Elodie en a longuement parlé, donc je ne reviens pas dessus. La publication prochaine d'un cahier des charges qui va viser à guider la déclinaison très opérationnelle de cette démarche. Pas plus tard qu'hier, on a également mené un atelier qui a réuni, alors j'ai été un peu gourmand dans ma slide, mais plutôt 80 représentants de bureaux d'études pour justement parler entre autres de cette démarche. On a essayé de leur faire passer plusieurs messages, y compris le fait qu'il est important pour eux de travailler dans une démarche multi-ENR. Donc on l'a dit tout à l'heure, les énergies renouvelables peuvent seules ou couplées entre elles répondre à de l'immense majorité des besoins en production de chaleur. Encore faut-il que les bureaux d'études soient en capacité de pouvoir proposer l'intégralité des solutions qui sont disponibles. Une évolution des dispositifs ADEME aussi, c'est un peu jargonneux, mais le BCIAT par exemple, c'est un dispositif qui soutient les très grosses chaufferies au bois. Aujourd'hui, on va demander des études préalables pour voir si, en complémentarité du bois énergie, d'autres solutions peuvent également être déclinées par exemple. Cette démarche ENR Choix, on demande son application aujourd'hui à nos camarades du réseau des ENR sur absolument chacun des projets de chaleur renouvelable, même les tout petits. Voilà, je vais avancer rapidement. Également, peut-être un dernier point sur le fait qu'on mène
On mène des travaux avec la DREAL, la DRAF et FIBOIS pour préciser le gisement en bois de notre région, aussi bien donc le stock que les flux entrants et sortants, pour préciser notre capacité à répondre aux besoins des projets en bois énergie sur les prochaines années. Et je vais m'arrêter là et céder la parole à Clément qui va pouvoir nous parler de retour d'expérience très concret. Super, merci. Bonjour tout le monde. Du coup, le CIVAM 44 et moi-même, donc Clément Arnac du CIVAM 44, et du coup le CIVAM 44 par rapport à ces structures, on va dire un peu très énergétiques, nous à la base on est une association plutôt agricole. Vous avez des structures un peu similaires à la mienne partout en France qui sont tenues soit par des structures comme la mienne, milieu agricole, mais vous avez aussi des structures genre des ALEC, donc sont plutôt des structures associatives sur l'électricité et sur les énergies de manière globale. Si nous, le CIVAM s'est positionné là-dessus, c'est parce que on travaille sur l'autonomie des systèmes d'élevage, notamment dans le 44 parce qu'on est une terre d'élevage. Et par là, il y a eu toute une question de réappropriation de la gestion du bocage. Donc qui dit bocage dit ressources en bois. Et du coup, les personnes ont souhaité valoriser ça en bois énergie. Et c'est au tournant des années 2000 que vraiment tout ça a pris de l'ampleur avec l'apparition des premières chaudières à bois déchiqueté, donc alimentation automatique. Et sur ces entrefaits, il y a eu des liens qui ont été faits avec l'ADEME qui ont fait qu'on est devenu relais départemental, donc dans un premier temps sur le bois énergie et depuis 2019 sur également la géothermie et le solaire thermique pour être, on va dire, chaleur renouvelable en termes d'animation. Il n'y a pas beaucoup de photos là parce que comme on vous l'a expliqué rapidement, mais en fait peut-être ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que la démarche ENR Choix, c'est une démarche qui est assez récente. Donc là, moi, je vais vous présenter des projets où il y a eu la réflexion, mais les installations ne sont pas sorties de terre. Voilà, parce que c'est une démarche qui... On a discuté, nous, cette année, en 2024, pour la mettre en place. Donc les projets ne sont pas sortis. Donc là, je vous fais deux situations. Donc on a une première situation, en fait, on a eu la construction d'une piscine. Donc c'est un équipement qui est plutôt intéressant pour mettre en place une chaudière bois. Et on a à proximité des établissements scolaires, des copropriétés. Et du coup, on se pose la question, nous en tant que relais, mais également au niveau du porteur de projet, directement, est-ce qu'il y a la possibilité et l'intérêt de mettre en place un réseau de chaleur ? On a diversité d'usage et de fonctionnement, donc avec de la haute température, de la basse température. Et quand on est sur des copropriétés avec des enjeux un peu sociaux, on a quand même la volonté d'ailleurs de maîtriser le coût final pour l'abonné. Donc avec l'objectif de, si on met une installation renouvelable, qu'il n'y ait pas une hausse importante du coût pour les personnes en location des logements. Donc c'est à peu près, je vous ai fait un peu du coup la même chose que sur la droite. Et du coup, l'interrogation par rapport au bois, c'était est-ce qu'on met du bois? Est-ce que la géothermie ou le solaire, ça peut être pertinent? Et d'autres interrogations qui rentraient en ligne de compte. Donc je reprends le diagramme ENR Choix que nous a présenté Romain. Donc le premier axe, on le rappelle bien, donc c'est sobriété. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait tout cet arbitrage-là, il est fait en collaboration avec l'ADEME. On a des rencontres qui sont mensuelles, bimensuelles. Et là, en fait, chaque projet part à peu près avec cette moulinette-là, et on en discute. C'est pas aussi fixe et figé que ça peut l'être là sur un diapo. Il y a quand même un échange avec la personne référente ADEME sur ce sujet-là. Et donc, ça peut amener ou à relancer un peu le porteur de projet pour avancer plus sur son projet, ou à dire, on a effectivement étudié toutes les solutions, celle-là semble la plus intéressante, donc c'est vers celle-là qu'on se dirige. Donc dans ce cadre-là, il y a eu une réflexion dans un premier temps, les établissements scolaires, c'est du public, la structure publique peut mener des travaux de sobriété et efficacité, donc ils vont essayer de les mettre en place, et nous, on va les intégrer dans le futur projet. Les logements étaient assez récents, donc il n'y avait pas de travaux d'enveloppe importants à pouvoir faire, donc en termes de sobriété et d'efficacité, il n'y avait pas forcément de grosses marges de manœuvre à faire. Deuxième
colonne du milieu, du coup, on cherche la possibilité de se raccorder sur un réseau. Là, il n'y avait pas de réseau qui était existant, des réseaux qui existaient étaient très éloignés, donc il n'y avait pas forcément la possibilité de se raccorder à un. Par contre, on voyait bien au niveau de la densité thermique qu'il y avait un intérêt et vraiment l'opportunité assez intéressante de créer un réseau de chaleur. Après, du coup, on allait sur les énergies mises à disposition. Donc là, chaleur fatale, on est dans une zone qui est plutôt urbaine avec pas d'industrie, donc pas de chaleur fatale valorisable en direct. Il y a l'histoire du solaire où là, sur une piscine, ça peut valoir le coup, mais il y a un projet photovoltaïque et une difficulté en tout cas pour mettre les deux sur un espace qui est restreint. Donc là, c'est un peu l'arbitrage qu'il y a à voir. Et le photovoltaïque a mis en évidence qu'il allait fournir plus en énergie finale que le solaire thermique. Voilà, donc là, du coup, il a pu être écarté. La géothermie est adaptée pour la piscine. Par contre, on a des besoins à haute température. Donc, finalement, tous les abonnés ne pourront pas avoir accès à cette ressource-là. Donc, c'est pour ça que la biomasse a plutôt été retenue pour la création de ce réseau. Il y a eu quand même des interrogations. Et donc là, par exemple, je vous mets un peu le compte-rendu de l'échange qui a pu avoir au sein de la commission entre l'ADEME et l'animation territoriale. Donc, par exemple, là, scénario géothermie bois, en raison du foncier contraint, comment on peut se faciliter les choses. Donc là, vous avez un peu la réponse de l'ADEME. Et puis, voilà, est-ce qu'on est obligé de faire géothermie au bois? Est-ce qu'on peut se construire sûrement sur le bois pour notamment ces histoires d'abonnés qui avaient quand même une contrainte budgétaire, donc on ne voulait pas trop augmenter les coûts? Et comme c'est mis, j'allais dire, dès la première puce, premier objectif, pas mettre en péril le projet. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut se rappeler. L'objectif, c'est si on a un projet, c'est essayer de le faire sortir. L'ADEME, elle n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Voilà. J'avance sur le deuxième sujet pour qu'on ait un peu de temps si vous avez des questions. Alors on est plus sur la typologie d'un campus universitaire avec le projet de construction-déconstruction, ou plutôt déconstruction-construction. Donc on est sur un ensemble de plusieurs bâtiments dont un bâtiment va complètement apparaître à la place d'un autre. Ce nouveau bâtiment, il répond aux méthodes constructives actuelles. Donc on sera sur un bâtiment faible consommateur et potentiellement en termes de régime de température assez bas. Et là la question c'est, est-ce que c'était pertinent de mettre en place un réseau technique? Est-ce que la géothermie était intéressante? Et sinon, est-ce qu'on pouvait aller sans souci sur le bois? Là, pareil, on suit programme de déconstruction-construction, donc sur la sobriété énergétique, c'est typiquement ce qui est fait. En plus, ils ont prévu un programme de rénovation progressif du fait qu'ils sont soumis au décret tertiaire, mais on voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui est cadencé dans le temps pour se dire on fait des économies d'énergie, donc très bien, parfait. De la même manière que le cas précédent, il n'y avait pas de réseau existant à proximité, et là, en plus, on a l'opportunité de faire un réseau sur un ensemble d'un campus, donc c'est parfait pour le campus. De la même manière, pas de ressources de chaleur fatale à proximité, donc c'est écarté. On est sur un site de type campus avec une fermeture estivale, donc malheureusement le solaire thermique n'est pas efficient puisque c'est essentiellement si vous fermez juillet-août, le solaire thermique il perd on va dire toute sa valeur ajoutée. La géothermie aurait été adaptée sur le bâtiment neuf, mais il y a quand même tout un ensemble d'autres bâtiments qui pour le moment ne sont pas capables de pouvoir répondre aux besoins de la géothermie. Enfin plutôt, la géothermie n'est pas capable de répondre à ces besoins. Donc là, la solution, pareil, biomasse, a été retenue pour la création du réseau. Hop là. Donc moi, si je devais conclure par rapport à ça, c'est que Énerchoix, c'est vraiment une démarche de coopération entre les agents locaux qui font le relais auprès de l'ADEME et du coup les projets, on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Il y a quand même une discussion qui est mise de manière importante sur tous les projets pour pas qu'ils soient mis en péril, mais qu'il y ait quand même une réflexion qui soit faite pour pas qu'on lance des projets sans réfléchir. C'est aussi plus demandé et plus pertinent en termes de faisabilité, donc c'est-à-dire au niveau des bureaux d'études, pour que toutes les approches soient étudiées, qu'on n'écarte rien, et que derrière aussi
le porteur de projet, il ait une vision d'ensemble et qu'il puisse arbitrer correctement ses choix. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Conclure. Et on voit avec le témoignage de Clément et de Romain la place des animateurs à vos côtés pour envisager donc tout ce panel de possibilités en termes de chaleur renouvelable pour vos projets. Donc vraiment, faites appel à eux. Ils sont vraiment là pour ça, pour vous épauler. Et voilà, que vous rappelez qu'il y a de la place pour toutes les filières chaleur renouvelable. Il y a vraiment de la place pour toutes. Que Narchois est une occasion de se poser les bonnes questions et d'échanger sur les solutions possibles. Vous avez vu qu'il y a des discussions pour chacun des projets. Il n'y a rien de tranché en avance. Donc c'est vraiment une occasion d'aller vers un projet optimisé en termes de chaleur renouvelable. Et donc encore une fois, qu'il y a ce réseau d'animateurs à vos côtés pour vous y aider. Et n'hésitez pas, encore une fois, à faire appel à eux. Nous sommes ouverts à vos questions. Nous avons une bonne dizaine de minutes. Et s'il n'y a pas de questions, nous, on reste dans les barrages là, à la fin de l'intervention. Et vous annoncez que dans une dizaine de minutes aura lieu une intervention de Clarisse Fischer et Mathieu Petit sur la transposition de la directive européenne RED 2 et 3. Mais je prends la question du monsieur avec plaisir. Bonjour, je ne suis pas expert sur la géothermie. Sur les deux exemples que vous présentez, vous parlez de régime de température. C'est vraiment le critère principal qui est regardé pour la faisabilité de ces projets. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des cas où justement vous avez pu étudier où la géothermie est la meilleure solution? Merci. Oui, il y a des cas où la géothermie est la meilleure solution, notamment sur des nouveaux établissements où les régimes de température sont bas. Comme ça, je boucle avec votre première partie de la question. La géothermie n'est pas forcément adaptée, en tout cas dans les Pays de la Loire, à des régimes de température élevés, puisque pour être efficace, en tout cas, et rentrer dans le cadre des aides de l'ADEME, il faut que le COP soit supérieur à 2,8. Et dans ce cadre-là, tout régime de température qui pousserait en fait à aller au-dessus de 50-55 degrés rendrait, en tout cas inefficient dans le cadre des aides de l'ADEME, la mise en place de géothermie. Donc il faut qu'on soit plutôt sur des régimes de température bas pour être totalement efficace. Un petit complément peut-être sur le fait que en Pays de la Loire, 90% du territoire peut permettre la géothermie de minime importance. Donc il y a un terrain qui est pas favorable à la géothermie profonde, mais à la géothermie de surface. Donc on a quand même cette capacité sur notre territoire à pouvoir avancer sur cette filière. La géothermie a plein d'avantages, y compris le fait de pouvoir permettre plus facilement d'atteindre les objectifs du décret tertiaire, de pouvoir aussi répondre à des besoins de production de chaleur et de froid aussi. Donc c'est intéressant d'avoir ce double avantage en tête. Ce n'est pas la solution parfaite, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer aujourd'hui, c'est un outil dans notre boîte à outils. Voilà, donc d'où l'intérêt justement de mener à bien la démarche Enerchois et voir si c'est la solution la plus pertinente ou non. Dans certains cas, il faut y aller, dans d'autres, un peu moins. Voilà. En fait, par rapport au régime de température, c'est vraiment dû au local. On serait dans le bassin parisien ou du côté de la région de Strasbourg. Ils ont la possibilité de faire de la géothermie qu'on a dit profonde, du coup, où là, ils peuvent aller chercher des températures autour de 80, 90, voire supérieures. Et du coup, à ce moment-là, là, on peut faire du régime haute température, ce qui n'est pas le cas ici. Merci pour les précisions. Et du coup, je rebondis. Dans l'existant, on ne peut pas se permettre de passer en dessous de 55 degrés parce que les bâtiments, par défaut, sont moins bien isolés que si c'était des nouveaux bâtiments. Parce que j'allais dire, si on isole bien les bâtiments existants, pourquoi on ne peut pas se permettre de passer sur des régimes de température plus faibles ?
Après, il y a une histoire de modèle économique, j'imagine. Il y a de ça. L'isolation permet déjà de gagner du confort en fonction de là où on est. Et puis après, il y a tout l'appareil qui est derrière, c'est-à-dire les échangeurs, les radiateurs. Il faut qu'ils soient adaptés, puisqu'en fait, même si on peut descendre un peu les températures, le radiateur, c'est la surface d'échange qui gère tout ça. Et les radiateurs à changer, c'est aussi des frais importants qui sont à rajouter par rapport à des travaux d'enveloppe, ce qui n'est pas forcément voilà, facile à faire. Mais dans un temps, on va dire, et assez grand, c'est des choses qui peuvent être mises en place sur des établissements. Oui. Un autre complément, je me permets, donc le côté ADEME, on propose des soutiens financiers aux investissements sur les projets de géothermie. Donc concrètement, il y a entre 20 et 50% du montant des investissements qui est pris en charge sous forme de subvention. Donc c'est aussi un moyen d'apporter un équilibre économique. Les surcoûts qu'évoque Clément, ils sont tangibles et réels, de l'intérêt d'avoir de l'argent public qui permet de rendre ces solutions économiquement compétitives. Eh bien, si il n'y a pas d'autres questions, donc je vous rappelle que dans quelques minutes, Clarisse Fischer, déléguée générale du CIB, et Mathieu Petit de Chaleur Bois Qualité Plus vous présenteront les dernières actualités sur la transposition de la directive européenne RED 2 et RED 3. Donc, roulement de tambour. Merci, au revoir. Au revoir. C'est celui, ouais. Ben, en fait, non, on perd le. On perd le signal. Ouais, il doit y avoir tellement de téléphone, ouais, et je sais pas, faut qu'on recalcule sa bande passante. Mais merci en tout cas. Commencer directement tout de suite je sais pas si on est en retard ou normalement ça. Sinon bah ok. Et bah on tourne en régie tout de suite. Ouais voilà c'est là. Et bah super. Bonjour à tous. On va commencer du coup la présentation tous les deux sur la directive RED 2. Et puis quelques mots et on pourra échanger sur RED 3. Mais malheureusement, peu de nouvelles encore à ce jour sur la transposition de RED 3 en France, mais on pourra faire un point. Donc voilà, je vous propose que de rappeler très brièvement pour ceux qui n'en sont pas encore au courant, mais très rapidement les obligations liées à RED 2.
L'actualité, voilà, vous savez que ça se met en place de manière progressive. Donc les dernières actualités sur la mise en œuvre en France et puis surtout faire un point sur les outils à disposition. Et Mathieu exposera notamment les fiches qui ont été réalisées par le consortium à destination des opérateurs. Donc voilà, sur la directive RED 2, deux diapos pour vous rappeler que ça fixe des critères de durabilité que doivent respecter les installations. Donc l'obligation est bien au niveau des installations de production de chaleur et d'électricité à partir de bois, donc les installations bois énergie, et qu'elles conditionnent l'obtention des aides publiques et notamment des aides de l'ADEME. Et donc elles doivent respecter les obligations de RED 2. Que c'est important aussi au niveau de la France, puisque c'est uniquement la production à partir de biomasse dite durable au sens de RED 2 qu'on peut comptabiliser au niveau français les ENR, donc les statistiques d'obligation des ENR. Et pour rappel, la France a été les derniers à atteindre ses objectifs 2020. Et puis, effectivement, il y a une obligation aussi de respecter ces critères pour les installations soumises au quota carbone. Et donc, on va revoir voilà, les mêmes obligations et donc l'extension de ces obligations pour les installations qui sont sous le régime sec. Donc, ces RED 2 s'appliquent aux installations de plus de 20 MW bois. Ou celles qui sont soumises à sec au régime de quota carbone, quelle que soit la puissance. Donc ça peut être lié aussi à l'activité, on peut descendre en termes de puissance. Donc les trois critères, vous les voyez là, c'est la durabilité, donc là sur la ressource forestière, et notamment via une spécificité pour la ressource forestière, puisque cette durabilité peut être évaluée par une analyse de risque, on va en reparler. Le respect de critères de gaz à effet de serre par rapport à une référence gaz, et puis une notion d'efficacité par rapport aux installations. On en parle beaucoup moins pour la filière bois énergie, puisque c'est des critères qui sont largement respectés aujourd'hui par ces installations bois énergie. Donc c'est un tableau qui peut paraître un peu, mais ce qui résume finalement les obligations. Donc là, on rentre dans le vif du sujet sur les installations et les obligations de certification des obligations. Donc tout ça, c'est sur nos sites du CIB et sur le site du ministère. Donc vous voyez, il y a différents cas de figure, donc en fonction de la puissance et en fonction du régime sec que vous voyez sur la ligne du haut. Et ensuite, on va pouvoir regarder celles qui sont éligibles au titre du Code de l'énergie, donc celles qui ont plus de 20 MW bois, encore une fois. Et donc, voilà, c'est la seconde ligne. Et ensuite, on va regarder deux choses. Si la biomasse qui entre, donc si elle est d'origine forestière ou non. Et donc là, ça va conditionner les critères de durabilité dont on vient de parler. Donc, pour savoir si l'installation doit satisfaire les obligations en termes de durabilité de la biomasse. Donc, vous voyez, c'est ce qui est affiché en vert. Et ensuite, on va regarder la date de mise en œuvre, enfin de production de cette installation. Et en fonction de la date, va s'appliquer des critères de respect des gaz à effet de serre. Et donc là, en fonction de la date, vous avez ce qui est en bleu voilà, plus vif en bas. Et donc, ça va conditionner les obligations de respecter gaz à effet de serre. Et donc, vous voyez que celles qui ont plus de 20 MW, celles qui sont concernées au titre du Code de l'énergie, c'est ce qu'on dit, elles ont effectivement des obligations enfin, voilà, non. Donc, voilà les conditionnés. Et donc, pardon, je complète le tableau ici. Et donc, en fonction de ces différents critères-là, vous allez avoir des obligations de certification différentes. Donc, par exemple, je vais prendre deux cas. Vous avez, par exemple, le cas 2A. Donc, vous savez qu'il n'y a pas d'exigence en termes de critères de durabilité, parce que c'est du bois déchet, il n'y a pas de bois forestier. Mais par contre, l'installation est soumise à critères de gaz à effet de serre. Et donc là, il va y avoir une obligation de certification de l'installation. Et ensuite, des obligations différentes sur les fournisseurs, on va y revenir.
Si dans les cas où ça se complique, c'est les installations qui sont soumises au quota carbone uniquement et qui ont des puissances inférieures à 20 MW, vous voyez qu'il n'y a pas forcément d'obligation de certification de ces installations et que là, on va regarder plus près s'il y a autoconsommation ou pas. Voilà, donc par exemple, si on prend le premier cas, par exemple, il n'y a pas de critères de durabilité, il n'y a pas de critères de gaz à effet de serre, c'est pas soumis au code de l'énergie et donc du coup, enfin si c'est soumis au code de l'énergie, mais il n'y a pas d'obligation de certification. Je vous laisserai regarder de près et on est à votre disposition voilà, sur les cas particuliers, mais en tous les cas, ça a été clarifié au niveau de la filière et au niveau du ministère. Donc voilà, on peut rentrer dans vos cas particuliers. Ensuite, on s'est intéressé à la nouvelle doctrine pour la mise en œuvre de RED 2 pour les fournisseurs, parce que là aussi, il va y avoir des cas particuliers. Et donc, aujourd'hui, ce qui est affiché sur le site du ministère, il y a 3 cas pour les fournisseurs. Tout ça, ça sera en ligne, hein, je vous transmettrai. Il y a 3 cas, c'est soit le fournisseur est certifié RED 2, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation supplémentaire, mais il y a une montée progressivement de sa matière qui va devenir RED 2, donc il va pouvoir tout au long de 2025 livrer de la biomasse RED 2. Ensuite, il y a un cas particulier pour ceux qui sont certifiés PESC chaîne de contrôle, mais qui ne sont pas encore certifiés RED 2. Et donc là, il y a obligation de mise, enfin lors de l'audit de renouvellement, de passer obligatoirement sur 2025 un audit RED 2. Voilà. Et pour ceux qui n'ont aucun des 2 certifications, normalement, il y avait une obligation d'ici fin d'année dernière pour rentrer dans une des 2 marches. Donc, soit enclencher au premier semestre PEFC ou alors une autre certification RED 2. En tous les cas, il faut apporter auprès des installations la preuve de ce rendez-vous au premier semestre pour bien être certifié RED 2. Après, il y a des cas particuliers, des fournisseurs qui ne livrent pas directement en chaufferie, qui passent par un négociant, sachant que les négociants ont obligation d'être certifiés RED 2. Mais il y a aussi soit les négociants qui vont pouvoir porter ce qu'on appelle un audit de groupe, ou les installations qui vont pouvoir porter un audit de groupe. On va revenir dans les fiches opérateurs. Et donc, dans certains cas particuliers, le fournisseur n'a pas obligation d'être certifié lui-même. Il a obligation d'apporter un certain nombre d'éléments à son client, mais pas forcément une obligation d'être RED 2. Donc là, il y a bien des échanges à avoir entre clients et fournisseurs pour savoir les obligations à mettre en place. Dernières informations, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez pour les installations qu'il y a une obligation de déclaration qui est en ligne et qui est à faire jusqu'au 28 février. Une déclaration justement de cette production de matière durable, sachant que la durabilité, on est encore en phase transitoire. Et donc, la durabilité, la justification de la durabilité s'appuie sur la doctrine que je viens de vous présenter, en différenciant les différents types de fournisseurs, ceux qui sont déjà certifiés RED 2, ceux qui sont certifiés RED 2 chaîne de contrôle et en passe d'être RED 2, et ceux qui ont, qui n'ont ni l'un ni l'autre. Vous retrouvez un certain nombre de questions et de foires aux questions qui justement expliquent ces différents cas. Donc, je vous invite à regarder cette FAQ qui a été mise en ligne sur le site du ministère, et on y retrouve justement le tableau des cas particuliers pour les installations, et bientôt on va clarifier aussi la partie fournisseur sur cette FAQ. Où on en est de la certification RED 2 en France, donc on suit effectivement les différents schémas. Donc aujourd'hui SBP, SURE et 2BS-VS, hein, sachant que 2BS-VS, comme vous le savez, pour l'instant est reconnu sur les bois déchets et pour les installations, pour les chaufferies. Et puis que PEFC a eu sa reconnaissance pleine, hein, et donc il devrait communiquer aujourd'hui sur toute la traduction des documents, sur les organismes de certification qui sont déjà formés. Donc on devrait voir aussi apparaître un certain nombre d'entreprises PEFC.
Donc là, vous avez au total aujourd'hui, on est à plus de 330 entreprises qui sont certifiées avec une grande majorité, vous voyez, de chaufferies sous le référentiel d'EBS et de fournisseurs sous le référentiel chaud principalement et SBP principalement sur les chaufferies. Voilà, donc une autre vision par rapport aux chaufferies et fournisseurs. Donc à peu près équilibré, chaufferie, fournisseurs aujourd'hui. Donc, voilà. Bon, voilà, je vous laisserai regarder aussi par rapport aux organismes de certification aujourd'hui présents sur le territoire et qui font ces audits et d'autres à venir qui ont été maintenant récemment formés par PEFC. Les outils à disposition aujourd'hui, je voulais terminer par ça. Donc vous savez qu'on travaille, donc le CIB coordonne le consortium de la filière bois énergie et qui échange avec le ministère pour ces travaux. Et donc on a travaillé collectivement à une analyse de risque réalisée par la France. Donc aujourd'hui, voilà, qui conclut à un risque faible à négligeable de ne pas respecter les critères RED 2 imposés par la directive. C'est un gros travail qui a été fait. Je vous invite à le regarder parce que critère par critère, il y a 5 critères. L'objet était de voir quelle est la réglementation qui permet de justifier du respect, enfin qui encadre pour arriver au respect de ces critères-là. Il y a les descriptions, comme vous voyez, donc la deuxième colonne, il y a la description du détail de la réglementation. Et enfin, la troisième colonne, vous avez les indicateurs qui permettent de suivre en fait dans le temps, puisque cette analyse de risque, elle est valable 5 ans. Et donc suivre dans le temps, est-ce qu'il y a dérive ou non par rapport à ce critère et donc est-ce que la France continue à respecter ce critère de durabilité dans la durée. Voilà. Donc un long travail et qui est valable pour le bois énergie, mais je pense qu'il est valable aussi pour l'ensemble de la filière forêt. Deuxième outil qui a été mis en place, c'est des valeurs de gaz à effet de serre standard. Vous savez que comme il faut se référer par rapport à un référent fossile, et notamment le gaz, la directive prévoit des valeurs par défaut pour simplifier la démarche pour les opérateurs. Et donc là, ça n'existait que pour les bois forestiers et les connexes de scierie. Or, en France, il y a une mixité des origines du bois. Et donc, il a fallu fournir des outils de simplification. Donc, c'est un gros travail qui a été fait par Solagro sur ce travail-là. Et donc, on a complété avec la même méthodologie, la même approche que le JRC pour la directive. Et donc, sur les bois hors forêt, donc bois bocager, bois paysager, les bois déchets, et puis les liqueurs noires et boue papetière. Donc, je vous invite aussi, il est téléchargeable sur le site du CIB et la FAQ du ministère y fait référence. Enfin, le dernier outil qui va présenter, je te laisse peut-être la parole là, sur ce travail qu'a fait CBQ+, donc tu es le mieux placé. Donc, bonjour à tous, c'est bon? Vous m'entendez? Oui. Donc Mathieu Petit de Chaleur Bois Qualité Plus, donc association de producteurs de bois énergie au niveau national. On a travaillé donc au sein du consortium pour essayer de faire des fiches techniques le plus claires possible pour expliquer aux fournisseurs de bois en gros qu'est-ce qu'on doit faire dans cette directive, comment on doit s'y prendre pour être certifié et puis surtout qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien. Donc il y a toute une dizaine de fiches qui reprennent étape par étape ce qui a été fait. Comment ça marche? C'est là. Alors, on ne va pas toutes les passer en revue. J'ai fait quelques extractions de ces fiches. La première, en fait, c'est le gros travail qu'on a en tant que fournisseur, c'est que souvent on travaille avec plusieurs gisements. On n'est pas que 100% bois forestier ou que 100% déchets bois, ça peut arriver, mais souvent comme on fait beaucoup de fois des mélanges. Et RED 2 donc a créé des familles. Et donc notre premier travail, c'est de reprendre les différents gisements qu'on valorise et de les replacer dans les grandes familles de RED 2, puisque pour chaque famille, il va falloir faire un suivi de traçabilité séparé. Même si après on remet tout ensemble,
il faut faire une traçabilité séparée. Donc on a la famille des bois forestiers, la grande famille de ce qu'ils appellent les résidus, c'est-à-dire tout ce qui est issu de bois à l'origine forestier, mais qui est issu d'une autre industrie. Donc on va retrouver tous les connexes de scierie, les connexes d'industrie du bois, ou alors qui est du bois qui a été coupé, mais pas dans un objectif de faire de la biomasse, qui est donc typiquement les bois d'élagage ou les bois de bocager, par exemple, taille de verger, on coupe parce que c'est pour un autre objectif avant même de faire de la biomasse. Et puis on a les déchets bois B classiques. Et bon, la quatrième famille, mais qui ne nous concerne pas, nous les entreprises, enfin en tout cas du bois énergie, c'est la famille agricole. Donc une fois qu'on a fait ça, déjà là, ça nous donne un petit peu l'étendue de notre périmètre. Et c'est là où, en 2024, tous les schémas n'étaient pas reconnus, par exemple, sur le bois forestier. Donc on était obligé d'adapter le schéma. Là, on a bon espoir que d'ici le mois de juin, il ne reste plus que 2 BSVS qui attendent sa reconnaissance forestière, que tout le monde puisse être reconnu et que chaque schéma puisse couvrir l'ensemble du périmètre. L'étape d'après, c'est de rentrer dans le détail de qui doit être certifié et quel gisement je dois faire certifier, quel gisement je peux enfin, quand j'achète du bois, comment ça se passe pour que mon bois, moi en tant que fournisseur, soit reconnu entre guillemets durable RED 2 et que je puisse le vendre une fois transformé à mon client final, la chaufferie, en bois certifié RED 2. Là, je vous donne un des exemples de la fiche sur la partie forestière. Donc, on a la même fiche pour les différentes familles. Ce qu'il faut retenir au niveau du bois forestier, du fait qu'il y ait cette il faut qu'on soit capable de géolocaliser nos lots de bois. En fait, chaque lot de bois, c'est un chantier. Donc, un chantier, ça peut être du bois sur pied. On peut acheter des fois le bois à différentes étapes, soit sur pied, soit sur coupe, soit bord de route. On peut l'acheter en bois rond, on peut l'acheter en plaquette. Ça, c'est des transformations, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, on ne peut le considérer comme RED 2 que si on est capable d'apporter la preuve de la géolocalisation précise d'où provient le bois. Cette géolocalisation, elle sert à deux niveaux. La première, c'est parce que dans RED 2, en fait, il y a deux grandes règles pour nous les fournisseurs. On doit prouver qu'on livre du bois durable, c'est-à-dire qu'il ne vient pas de trop loin, sinon les réductions de gaz à effet de serre sont moindres pour la chaufferie, et qu'on l'a coupé dans une zone autorisée et en respectant la réglementation. Donc, la géolocalisation, elle nous sert à ça. Donc, prouver qu'on a bien du bois qui vient de France. Donc, on peut être couvert par cette fameuse analyse de risque dont a parlé Clarisse. Et après, en fonction de la parcelle où on est, c'est de montrer que est-ce qu'on était en zone Natura 2000, en zone de SNIEV, est-ce qu'il y avait des obligations ou pas, des arrêtés biotopes qui nous imposaient des spécificités au niveau de l'exploitation. Et si c'est le cas, l'auditeur en fait va aller vérifier qu'on les ait bien respectés. Donc c'est d'où le fait qu'on est obligé de connaître le point GPS. Tant qu'on achète du bois comme ça et qu'on est capable de le géolocaliser et de le tracer, tous ces produits-là, au travers de documents type attestation ou contrat d'achat avec les bonnes mentions, peut être considéré comme du bois conforme vis-à-vis de RED 2. Par contre, dès qu'on va aller, moi, fournisseur, acheter du bois de la plaquette sur une plateforme d'un confrère, que donc en fait je vais racheter déjà un bois qui lui a été mélangé, qui provient de plusieurs endroits, là, ce bois, il ne peut plus être RED 2 conforme. Mon confrère a obligation, lui, d'être RED 2 et de me le vendre en produit certifié. Donc là, on se retrouve, en fait, c'est quand je fais ça, c'est que je me retrouve dans la position ce qu'on peut appeler un négociant. J'achète un produit fini et qui surtout provient d'une zone où je ne suis pas capable de dire qu'il provient de telle parcelle ou de telle parcelle. Et donc c'est pour ça que là, très vite, en 2024, on s'est retrouvé à monter crescendo le nombre de fournisseurs et qu'on approche là doucement les 200 fournisseurs certifiés à l'heure d'aujourd'hui, parce que très vite on se retrouve dans le bois énergie à des fois faire des regroupements, des mélanges, et donc la chaîne s'allonge dans tous ceux qui doivent être certifiés. Et contrairement à d'autres certifications qu'on avait habitude en France de bois, par exemple certifié PEFC, où souvent dans les chaufferies on nous demandait un pourcentage de bois certifié PEFC, là dans RED 2, il n'y a pas de pourcentage, c'est où on est. Si la chaufferie est concernée, 100% de sa matière doit être conforme RED 2. On ne peut pas livrer 50% RED 2, 50% non RED 2. Enfin, en soi, on peut, mais la chaufferie va payer derrière l'équivalent des gaz à effet de serre émis sur les bois non RED 2. Donc ça ne se fera donc jamais. Donc on a vraiment l'obligation du 100% dès la première tonne. Donc en fait, voilà, en tant que moi fournisseur, mon boulot, ça va être donc de bien maintenant géolocaliser tous mes chantiers, de tracer, de savoir exactement d'où viennent les matières. Après, même si après les matières, elles sont livrées soit en flux tendu, soit elles arrivent sur ma plateforme. Sur ma plateforme, après, je vais pouvoir là d'un coup tout remélanger tant qu'en amont, pour chaque camion qui rentre sur ma plateforme, je sais exactement d'où il vient.
Okay, et donc je vais pouvoir le revendre en RAID 2 avec un système de bilan massique. On n'en parlera pas là aujourd'hui, pour en parler si vous voulez sur nos différents stands, mais voilà, sur un système de comptage. Mais donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Ça va fonctionner de la même manière pour les connexes de Siri, si ce n'est que là le point GPS c'est la Siri. Donc la Siri, en fait tout simplement, tant que j'achète moi des connexes à une Siri, la Siri c'est la zone où ça a transformé le bois et ça a produit les connexes. Je peux faire des fameuses attestations et le considérer comme RAID 2 conforme. Par contre, si je l'achète à une société de négoce qui collecte des connexes un peu partout et qui me revend, là ça marche plus. Et la même chose pour le déchet, on va considérer le point de départ comme étant les sites, soit c'est directement les zones où vous collectez avec vos bennes, soit des sites des fois, ce qu'on appelle les plateformes de transit, où en fait c'est pas des plateformes qui produisent un produit fini, mais qui sont des plateformes qui en fait localement autour d'eux vont regrouper du déchet, uniquement du déchet, pas de mélange, et vont juste le trier, et après c'est moi, ma plateforme, qui va le préparer. Donc ces plateformes-là peuvent être considérées comme des premiers points. Autre information, donc là le plus gros travail qu'on a nous en tant que fournisseur, c'est de tenir cette traçabilité au quotidien. En fait, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, les points GPS, les BL, tout ça, on l'a déjà. La seule chose, c'est qu'on ne le conservait peut-être pas. On les a parce que dès qu'il faut envoyer un camion ou un broyeur sur notre chantier, on lui communique un point GPS. Donc on avait déjà toutes ces informations. Là, le gros travail que nous imposerait RAID 2 maintenant, c'est de le conserver puisque l'audit il va avoir lieu une fois par an et l'auditeur va remonter sur toute l'année. Et va nous demander à n'importe quel chantier, même un chantier de 100 tonnes, il ne va pas viser que les gros chantiers, mais est-ce que vous avez toutes les informations de géolocalisation et surtout tous les documents de flux de bois, donc les bons de livraison, les lettres de voiture quand il y a eu du transporteur, qui permettent de prouver que le bois, les lignes de tonnes qu'on a rentrées dans nos tableaux de suivi, ça provient bien de cette parcelle. Donc c'est là on va dire le petit travail qu'on a eu. Donc là il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a des entreprises qui étaient déjà très équipées avec des ERP, d'autres qui travaillent. Aujourd'hui nous on accompagne l'essentiel des entreprises au travers de tableurs Excel qui restent simples et d'outils associés, soit via des téléphones, soit via différents documents pour conserver les documents et les points GPS. Donc il n'y a pas besoin de mettre en place des logiciels ultra complexes. C'est même des fois beaucoup plus simple sur des petites entreprises qui travaillent autour de chez eux et qui sont entreprises dites familiales, enfin voilà, moins de 15 salariés et qui font qu'une ou deux gisements. Mais il faut qu'on soit capable de prouver tout ça et donc de le ressortir au moment de l'audit. Et donc c'est ça qui peut vite être fastidieux si on n'a pas bien préparé notre archivage. Sur les fiches, c'était l'idée de vous mettre juste ces points d'alerte un peu en avant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc on est audité tous les ans. L'audit, à chaque fois, il remonte sur les 12 derniers mois. Donc il faut faire attention. Là, on est en février. L'auditeur, il va me parler de chantiers que j'ai fait en mars-avril. Alors autant ceux de novembre-décembre, je les ai bien tous en tête. Mars-avril, si je n'ai pas archivé, ça va être compliqué. Donc c'est là où il faut faire attention de ne pas se faire piéger. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément quand on se faisait contrôler PEFC ou autre. Ils remontaient, mais des fois, ils étaient tolérants, ils pouvaient remonter sur les derniers mois. Là, ça remonte vraiment sur 12 mois. Donc, rigueur documentaire, bien gérer dans notre traçabilité qu'est-ce qui part en flux tendu et qu'est-ce qui passe sur nos plateformes, parce que je vous en ai parlé, sur les plateformes, vu qu'après on mélange nos provenances, on a le droit, c'est comme un peu les crédits quantités qu'on peut avoir dans les suivis PEFC classiques, là ça s'appelle un bilan massique. Le calcul est un petit peu différent, mais donc on doit le tenir à part. Donc il faut bien que dans nos flux, on soit capable de mettre qu'est-ce que j'ai livré en flux tendu, qu'est-ce que j'ai livré par les plateformes. Et enfin, pour que mon bois il soit RAID 2, il ne suffit pas d'écrire bois certifié RAID 2 sur la facture, comme on pouvait mettre bois certifié PEFC X% avant. Là, bon, d'une part, il nous faut un certificat, bien évidemment, mais surtout, il va falloir faire des preuves de durabilité. Et ces preuves de durabilité, alors ça peut se faire sur les factures, c'est ce qu'il y a même de plus simple, puisqu'en fait sur la facture on a déjà beaucoup d'informations, on a le lieu où on a livré, le client en tout cas, où on a livré, on a les tonnages, le type de matière, et on a quelques informations à renseigner, donc à savoir est-ce qu'on était sur du bois d'origine France, puisque si c'est le cas pour le bois forestier, on est couvert par l'analyse de risque, est-ce qu'on était à moins de 500 km, et quelle valeur par défaut on a utilisé, quelle valeur on a utilisé pour les gaz à effet de serre, est-ce que c'est par défaut ou pas. Donc ces preuves de durabilité, nous, ce qu'on préconise, c'est de les faire tous les mois, au moment des factures. C'est ce qu'il y a quand même de plus simple, de le faire mensuellement. C'est largement suffisant. Après, il y a des tolérances
Sur le bois forestier, on pourrait remonter, enfin voilà, on pourrait faire des pas de temps plus larges, mais de faire tous les mois, ça permet de le faire régulièrement. Et donc soit sur la facture, soit sur un document associé. Donc ça, souvent, voilà, au moment de l'audit, de toute façon, les auditeurs vérifient que nos modèles de documents de preuve de durabilité sont bien conformes à ce qui est demandé. Et si ce n'est pas le cas, de rajouter les 2-3 phrases qu'il faut. Et donc après, c'est comme ça qu'on va pouvoir nous vendre du RED 2 entre les bois qui viennent de plateforme, les bois en flux tendu, et donc tout ce bien penser, ce jeu de selon où j'achète ma matière, mon fournisseur lui-même doit être certifié RED 2. Je crois que je sais plus ce qu'il y a après. Mais je crois que voilà. Voilà. Je vous l'ai fait rapide, mais après on peut prendre les différentes questions si vous en avez ou des cas concrets. Est-ce que vous avez des questions? Sur les conséquences en cas de non-conformité ou bien de non-certification pour les opérateurs? Quel opérateur alors? Je veux dire le propriétaire de la chaudière, enfin de la chaufferie ou bien les fournisseurs. Alors, côté chaufferie, en fait, le risque, donc, c'est d'avoir en fait pris de la matière pensant qu'elle était RED 2 alors qu'elle ne l'était pas. C'est ça votre question. Là, au moment de l'audit, ce qui va se passer, c'est que cette matière, elle va être déclarée non RED 2 et donc elle ne va pas pouvoir bénéficier des réductions de gaz à effet de serre qui étaient prévues. Si ce n'est en fait qu'au moment de vous, en tant que chaufferie, ce qu'il faut, c'est que vous allez acheter de la matière à un fournisseur certifié RED 2. Ça va être votre première garantie puisqu'il a son certificat. Et après, il faudra que les preuves les preuves de durabilité avec les provenances soient entre la provenance d'où vient, c'est marqué sur le bon de livraison, d'où vient le bois et ce que vous déclare le fournisseur, ça soit vrai. Exemple, si je vous dis que moi tout vient de France et que j'ai chargé en frontière espagnole et que c'est marqué sur le bon de livraison, là forcément ça marche moins bien. Voilà, mais pour donner un exemple très clair. Donc côté chaufferie, le risque c'est surtout ça, c'est d'aller chercher de la matière chez des fournisseurs qui n'auraient pas le certificat au moment où vous livrez les camions, parce qu'il y a pas on ne peut pas remonter dans le temps au moment où vous recevez le camion, et que les documents, l'information, on va dire surtout de localisation et de type de produit, soient différentes de celles que moi je vais indiquer sur ma preuve de durabilité. C'est pour ça qu'on dit souvent de le faire au moment de la facture, parce que souvent ça c'est indiqué sur les factures. Après, le fournisseur, lui, il va se faire contrôler, lui, dans l'année. Donc le risque côté fournisseur, si j'ai déclaré du bois dit RED 2 alors qu'en fait il ne l'était pas, exemple, j'ai fait un flux tendu en chargeant de la plaquette chez un confrère qui n'était pas RED 2 et j'ai fait comme si, et j'ai dit à la chaufferie que ça l'était, en fait c'est moi, fournisseur, qui vais me faire potentiellement suspendre. Je vais me faire suspendre ma certificat parce que j'ai dit que j'ai vendu du RED 2 alors que ce n'était pas vrai. Il n'y a pas de sanctions financières en cas de justement de. Alors, là, ça voudrait. Enfin, moi, je parle de mon point de vue. Moi, fournisseur, l'auditeur voit que j'ai vendu du RED 2, que c'était pas vrai. Ça voudrait dire qu'après, il faudrait que lui, le même auditeur, il aille après sur la chaufferie, la chaufferie, il faudrait que lui remonte jusqu'à la chaîne du client, sachant que moi, fournisseur, j'ai peut-être livré une centrale d'achat qui elle-même a livré à une chaufferie. Il y a des intermédiaires avant. Donc, avant que je pense qu'à mon avis, on va d'abord avoir la suspension du certificat du fournisseur. Et là où les chaufferies, par contre, il faut veiller, c'est que le fournisseur soit toujours bien certifié. Parce que la suspension, elle peut être, je pense, immédiate. Et après, avant d'aller sur des chaînes de remontée de sanctions financières, je ne suis pas convaincu. Mais après, il y a peut-être dans la salle qu'on a la réponse. En complément, il faut savoir que si vous avez vous risquez d'être exclu après d'un schéma. Enfin, du coup, c'est une non-conformité. On dit qu'on vous êtes exclu et vous ne pouvez pas aller voir un autre schéma. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité entre schémas. Voilà, si vous êtes exclu d'un schéma parce que non-conformité, normalement, l'information passe d'un schéma à l'autre. C'est partagé. Et côté chaufferie, s'il y a une non-conformité aussi, il y a un contrôle de réel possible. Et là, il y a des sanctions financières qui sont prévues dans les textes. Alors, oui, vous l'avez peut-être dit, j'ai raté des références, désolé. Ça saute. Concernant un scieur qui a sa chaudière,
Ouais, merci parce que c'était compliqué. Ça marche pas? Il a fait s'allumer. C'est bon? 1, 2, ah, c'est bon. Voilà. Oui, désolé, j'ai raté le début de la conférence, donc vous l'avez peut-être dit. Concernant un scieur qui a sa propre chaudière biomasse, qui utilise donc ses connexes, est-ce qu'il est obligé de se faire certifier sa biomasse? Alors, c'est le cas en autoconsommation. C'est bien, ça va être un cas d'école que vous allez avoir là. Ici, vous êtes en supérieur à 20 MW, donc vous êtes... Inférieur à 20 MW. Vous êtes inférieur à 20 MW? Oui. Bah, donc vous n'êtes pas soumis à RED Pas 2. soumis, d'accord. Ouais. Et dans le cadre d'une cogénération? La cogénération, que ce soit cogénération ou une chaudière dédiée, peu importe, hein, c'est la puissance totale bois qui va faire que vous êtes soumis à RED 2 ou non. Sachant que j'en profite, du coup, vous n'êtes pas soumis à RED 2, mais potentiellement à RED 3. Et que RED 3 arrive, et que là, on parle de 7,5 MW. Donc, effectivement, on descend beaucoup plus bas, et là, vous risquez d'être soumis à RED 3, du coup. Avec pareil les mêmes conditions et ce qui change dans RED 3, c'est que les critères de durabilité sont plus contraignants, mais c'est le même principe là par rapport à la justification de la durabilité pour les installations. En revanche, par rapport au gaz à effet de serre, c'est rétroactif et donc à terme dans le temps. Et donc voilà, il y a tout un système d'échelons, mais à terme, l'ensemble sera soumis aux critères de gaz à effet de serre. Donc si vous êtes au-dessus de 7,5 MW, je vous invite à regarder de près si vous êtes soumis. Voilà. Et donc là, on a précisé justement les cas d'autoconsommation. Voilà, mais comme vous serez pas au titre, vous n'êtes pas soumis au quota carbone, et vous serez juste par rapport au code de l'énergie. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez parlé d'un critère d'être local en sourcing. Comment ce local est-il défini? Alors au niveau de la directive RED 2, c'est par rapport aux critères de gaz à effet de serre et c'est par tranche de distance. Donc c'est pour ça que Mathieu a parlé entre 0 et 500 km. Et après vous allez être entre 500 et 2500 et 2500 km et au-delà de 2500 km. Donc c'est des tranches relativement importantes. Donc en France, on est vraiment sur le premier secteur pour la très très grosse majorité. Donc on peut passer les frontières pour sourcer. Oui. Mais le fait d'être dans les frontières simplifie l'analyse de ce critère, c'est ce que vous avez Alors voulu attention, dire. parce que la frontière n'a pas d'impact sur les critères de gaz à effet de serre, puisque là on parle bien d'une distance, donc comme je vous l'ai dit, par fourchette. Par contre, c'est les critères de durabilité. Donc là, l'analyse de risque, elle est valable sur la France, métropole et Drôme. Mais par contre, si vous êtes un sourcing d'un autre pays, il faut se référer à l'analyse de risque qui a eu lieu dans ce pays-là. Il faut s'assurer effectivement du cadre. Vous savez qu'en France, on est dans une période un peu intermédiaire, donc il faut regarder de près sur le pays d'origine de cette biomasse pour avoir les justifications nécessaires sur la durabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je ne vous entends pas. Pour les gaz à effet de serre, vous avez dit que du coup, vous pouvez utiliser les valeurs réelles ou les valeurs par défaut. Aujourd'hui, c'est principalement du par défaut, du coup, ce que je comprends, d'où cette histoire de tranche. Alors, on ne va pas calculer le transport de chaque matière, de chaque lot, avec les valeurs réelles. C'est ça. En fait, pour l'instant, vous pouvez... Enfin, pour les valeurs par défaut, c'est ce qui est largement recommandé parce que les écarts sont très faibles par tranche pour la plaquette forestière, notamment pour les différents types d'origine. Donc, à ce stade, la recommandation, c'est de pouvoir utiliser ces valeurs par défaut ou les valeurs standards qu'on a proposées au niveau français et qui a été fait en lien avec les ministères. Ouais.
Bonjour. Vous parliez de RAID 3. Sur le RAID 3, les tranches de distance seront les mêmes que le RAID 2? Oui, les distances sur les critères de gaz à effet de serre, c'est juste la partie rétroactive qui va changer. Donc ça va s'appliquer à tous pour les plus de 7,5 MW. C'est la puissance qui change. C'est les critères de durabilité aussi de la biomasse. Donc là, on est en train de travailler pour essayer de mettre à jour l'analyse de risque. Mais aujourd'hui, il manque un certain nombre de définitions et notamment, sont en cours la définition de ce qu'on appelle une forêt subnaturelle. Donc il y a des travaux au sein de la filière pour définir au niveau national les différents critères qui sont supplémentaires. Donc voilà, c'est des notions qui n'existaient pas. Enfin voilà, au niveau français, il y avait plein d'autres définitions, mais pas celle qui répond ça. Donc à la fois pour pouvoir s'accorder, puisque chaque État membre doit donner sa propre définition, donc s'accorder sur la définition, et puis surtout géolocaliser ces forêts-là. Voilà ce qui change principalement. Et ensuite, il y a toute la partie sur l'article 3, sur la partie d'usage en cascade, hein, enfin de la biomasse forestière, hein, et donc de s'assurer que le pays ne fait pas de distorsion de l'usage bois-énergie par rapport aux autres usages du bois, et notamment le bois construction. Et ça, pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur la manière dont ça va être transposé. Voilà. Et voilà. Le contexte politique fait que les choses avancent plus doucement, on va dire. S'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, je vous invite, c'est pour ceux qui ont d'autres questions ou d'interrogations, à nous rejoindre sur nos stands respectifs, donc le stand CIB, CBQ+, et FIBOIS. Bah merci. Merci à tous.